Au sommaire cette semaine, des pulsars dans un amas globulaire, l'histoire de la galaxie retracée par une étoile, des objets étranges en orbite autour de Sagittarius A étoile et enfin l'origine des GRB longs enfin comprise. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En 2010, le télescope spatial Fermi-LAT a détecté une source de rayons gamma provenant du centre de l'amas globulaire Omega Centauri. Serait-ce le signe de l'annihilation de particules de matière noire ou bien l'émission de pulsars, voire la trace d'un trou noir très massif ? La question est restée ouverte pendant de nombreuses années, faute de trouver des pulsars dans cet énorme amas. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Une équipe internationale publie la découverte de 5 pulsars millisecondes par leur signal radio dans le cœur de Omega Centauri. Une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Parmi les 200 amas globulaires qui peuplent notre galaxie, Omega Centauri, qu'on peut appeler aussi Omega Cen, est très particulier. C'est le plus gros, le plus massif et le plus lumineux d'entre eux. De plus, il montre la plus forte densité d'étoiles avec 10 millions d'étoiles, dont 1 million dans sa région centrale. Des étoiles qui sont très diversifiées avec une plage de métallicité, c'est-à-dire la richesse en éléments lourds, beaucoup plus large que ce que l'on voit chez les autres amas globulaires. Son origine a été longtemps débattue et reste encore sujette à interprétation. Il pourrait être différent des autres amas globulaires en étant en fait le résidu d'une galaxie naine qui aurait été fortement dépouillée de ses étoiles périphériques par interaction avec la Voie lactée. Ce cas serait doublement intéressant pour les astrophysiciens car cela signifierait que ce résidu, situé à seulement 5,2 kPa, soit 17 000 années-lumière, devrait contenir une quantité non négligeable de matière noire et pourquoi pas un trou noir de grande masse, une masse dite intermédiaire entre 1000 et 100 000 masses solaires. La source gamma, identifiée par FL8YJ1326.7-4729, détectée en 2010 par Fermi-LAT 2 ans après son lancement, a donc un peu enflammé les esprits. Après première analyse du flux gamma détecté il y a 10 ans, les astrophysiciens avaient montré que ces photons gamma ressemblaient très fortement quand même à ce que peuvent émettre des pulsars millisecondes. Des pulsars en rotation rapide dont la période est de quelques millisecondes. Ils en avaient même conclu qu'il devait exister entre 10 et 28 pulsars millisecondes dans la zone centrale de Omega Cen. Parallèlement, d'autres chercheurs avaient démontré en 2010 et en 2019 par des études de dynamique et de cinématique des étoiles du cœur de l'amas globulaire géant, qu'il ne pouvait pas abriter un trou noir massif de plus de 12 000 masses solaires. Depuis le début des années 2000, des pulsars avaient été activement recherchés dans Omega Centauri par leur pulsation radio, mais sans succès, laissant la communauté astrophysique un peu perplexe. Mais Shi Dai du CSIRO Astronomy and Space Science en Australie et ses collaborateurs ont enfin réussi à mettre en évidence non pas un pulsar dans le cœur de Omega Centauri, mais 5 d'un coup, grâce à l'utilisation du fameux radiotélescope australien Parkes. Les 5 pulsars sont très semblables en termes de période de rotation, tous millisecondes, avec des périodes de 4,1, 4,2, 4,6, 4,8 et 6,8 millisecondes. 4 d'entre eux sont des pulsars qui vivent seuls, isolés, et le 5e vit en couple avec une étoile avec une très courte période orbitale de 2,1 heures. Les chercheurs ont également produit des images radio du centre de Omega Cen avec le réseau ATCA, le Australian Telescope Compact Array, et trouvent une petite population de sources radio compactes, ce qui leur fait dire qu'il y aurait là d'autres pulsars qui n'attendent qu'à être formellement découverts par leur pulsation.
Lorsqu'on superpose les positions des 5 pulsars découverts et la zone d'émission gamma de la source FL8Y J1326-4729, on voit qu'elles se superposent quasi parfaitement. Dai et ses collaborateurs concluent que les pulsars millisecondes sont très probablement à l'origine des photons gamma détectés par Fermi-LAT, qui ne seraient donc pas dus à une annihilation de matière noire. Dai et ses collaborateurs précisent que l'émission gamma pourrait très bien être dominée par un seul de ces pulsars, comme ce qui est vu dans d'autres cas, comme dans les amas NGC 6624 et M28. Il faudrait alors pouvoir détecter des pulsations dans le flux gamma, ce qui n'est pas encore fait. Le meilleur candidat, selon les auteurs, serait le pulsar qui vit en couple avec une étoile de faible masse, seulement 0,016 masse solaire, si le pulsar fait 1,4 masse solaire. Ce pulsar est ce qu'on appelle une veuve noire. L'alternative serait la somme de toute une population de pulsars comme ce qui existe dans l'amas 47 Tucanae, avec dans ce cas peu de chances de trouver un signal périodique. Ces pulsars, et les prochains qui seront peut-être découverts au centre de Omega Centauri, sont très intéressants car le suivi dans le temps de leurs pulsations individuelles devrait permettre aux astrophysiciens d'explorer la dynamique qui est à l'œuvre dans le milieu interstellaire très particulier de la région centrale de Omega Centauri, à la recherche notamment de la présence d'un très gros trou noir via ses perturbations gravitationnelles. L'observation fine d'une seule étoile, Nu Indi, a permis la datation d'une très ancienne collision de notre galaxie avec la galaxie naine satellite Gaia Enceladus. Une étude parue dans Nature Astronomy. 11,6 milliards d'années, c'est l'âge de cette collision entre galaxies obtenue par William Chaplin de l'université de Birmingham et ses collaborateurs, en étudiant l'étoile Nu Indi. Nu Indi, c'est une étoile sous-géante, pauvre en métaux, quasi visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud, dans la constellation de l'Indien. On sait qu'elle a été affectée par la collision entre Gaia Enceladus et la Voie lactée, de par sa position et sa composition relative en métaux. Lors de telles collisions, entre une grosse galaxie et une plus petite, la petite apporte des étoiles qui ont une composition chimique un peu différente. De plus, le mouvement de nombreuses étoiles se trouve modifié, et une grande quantité de nouvelles étoiles apparaissent par condensation de nuages de gaz qui ont été fortement perturbés. Gaia Enceladus n'est qu'une parmi plusieurs galaxies qui ont rencontré la Voie lactée depuis sa naissance, il y a environ 13 milliards d'années. C'est le télescope spatial TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite, chasseur d'exoplanètes, qui a été utilisé pour étudier Nu Indi durant son premier mois d'activité. TESS est adapté pour détecter de très faibles variations de luminosité des étoiles, comme le passage récurrent de planètes devant leur étoile. Mais il peut aussi étudier comment oscillent naturellement les étoiles et faire ce qu'on appelle de l'astérosismologie. Mais Chaplin et ses collaborateurs ne se sont même pas contentés des données de TESS, ils ont aussi étudié l'étoile avec des données archivées des télescopes terrestres de l'ESO de 3,6 mètres et de 2,2 mètres à l'observatoire de La Silla, en spectroscopie, ainsi qu'avec le télescope spatial astrométrique Gaia, pour déterminer précisément la vitesse de l'étoile en plus de sa position. Les mesures d'astérosismologie leur ont permis de déterminer précisément la composition chimique des couches internes de l'étoile. La conclusion des chercheurs est claire. Nu Indi faisait jadis partie du halo de notre galaxie, mais sa trajectoire semble avoir brutalement été modifiée puisque sa vitesse actuelle ne la ramène pas vers le halo lorsqu'on la déroule en arrière. Si la trajectoire a bien été modifiée par la collision galactique,
Cela signifie que l'étoile existait déjà à cette époque. Il suffit alors de trouver l'âge de l'étoile pour fixer un âge minimal pour la collision entre Voie lactée et Gaïa Enceladus. Pour déterminer l'âge de Nu Indi, Chaplin et ses collaborateurs exploitent les données astérosismologiques, ces vibrations ou oscillations naturelles. Elles offrent la possibilité de déterminer la composition des couches internes de l'étoile et par là même son âge. Le résultat de la datation de Nu Indi est qu'elle est âgée de 11 plus ou moins 0,8 milliards d'années. Les astrophysiciens en déduisent alors que la collision galactique a pu se produire au plus tôt il y a 13,2 milliards d'années, avec un niveau de confiance de 95%, et il y a 11,6 milliards d'années, avec un niveau de confiance de 68%. L'âge précédemment estimé par les astrophysiciens pour la collision avec Gaïa Enceladus était de 10 milliards d'années. On en avait parlé en novembre 2018. Des calculs théoriques fondés sur des modèles cosmologiques hiérarchiques de formation galactique indiquent quant à eux qu'il est peu probable que la collision entre Voie lactée et Gaïa Enceladus ait eu lieu avant la formation de Nu Indi. Il est important de connaître l'histoire exacte du passé mouvementé de notre galaxie, d'autant que de nombreuses étoiles résiduelles de Gaïa Enceladus sont toujours visibles aujourd'hui. Et les spécialistes pensent que la collision a dû avoir un impact important sur l'évolution de la Voie lactée. Le télescope TESS, par ses résultats, prouve que sa puissance va bien au-delà de la simple recherche d'exoplanètes. Quatre nouveaux objets inconnus viennent d'être découverts à proximité immédiate de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de notre galaxie. Ces objets semblent du même type que les objets nommés G1 et G2, découverts en 2005 et 2012. Mi-étoile, mi-nuage de gaz et de poussière, au comportement étonnant. Une découverte parue dans Nature aujourd'hui. C'est à la fameuse équipe d'Andrea Ghez de l'Université de Californie, associée à l'astrophysicien français Aurélien Hess de l'Observatoire de Paris, que l'on doit cette découverte. Les astronomes américains se sont spécialisés dans le suivi de ce qui se passe autour de Sagittarius A étoile, dans sa proximité immédiate, depuis presque 20 ans maintenant. On leur doit notamment la mise en évidence de la rotation des étoiles du groupe S autour de Sagittarius A étoile, une preuve irréfutable de la présence du trou noir de 4,2 millions de masses solaires. Les chercheurs américains utilisent pour cela l'un des meilleurs télescopes terrestres, celui de l'observatoire Keck, situé à Hawaï. Cette nouvelle étude est basée sur 13 ans d'observation du centre galactique, à l'affût de tout ce qui bouge autour de Sagittarius A étoile. Anna Ciurlo de l'Université de Californie, Los Angeles, UCLA, et ses collègues connaissaient déjà les étranges objets G1 et G2, qui ont l'air de nuages de gaz et de poussière, mais qui se comportent comme des étoiles. C'est leur groupe de recherche qui avait trouvé le premier spécimen, G1, en 2005. G2 avait lui été découvert par des astrophysiciens allemands quelques années plus tard. Aujourd'hui, Ciurlo et ses collaborateurs trouvent 4 nouveaux objets du même type dans leurs données d'observation de longue durée. Ils ont naturellement été nommés G3, G4, G5 et G6, en attendant de savoir ce dont il s'agit précisément. La grande particularité de ces 6 objets maintenant est qu'ils peuvent changer de forme en fonction de leur proximité de Sagittarius A étoile. Ils apparaissent sous une forme compacte lorsqu'ils en sont relativement éloignés, mais sous une forme étirée lorsqu'ils s'en approchent.
Leur période orbitale autour de Sagittarius à étoile est assez différente, l'un d'entre eux ayant une orbite très elliptique. Elle va de 100 à 1000 ans. Les deux premiers objets G ont en revanche des orbites très similaires. Le fait de trouver 4 nouveaux objets ayant les mêmes caractéristiques physiques que les deux premiers fait dire aux astrophysiciens qu'ils sont en présence d'une toute nouvelle classe de population d'objets. Concernant G2, Gaze et ses collaborateurs estiment qu'il doit s'agir de la fusion de deux étoiles qui vivaient en couple autour de Sagittarius à étoile, mais qui ont fini par fusionner entre elles pour former une très grosse étoile enfouie sous une épaisse et inhabituelle couche de gaz et de poussière. On se souvient que l'approche de G2 au plus proche de Sagittarius à étoile en 2014 avait surpris des astrophysiciens qui s'attendaient à voir le gaz s'enrouler autour du trou noir et finir par être accrété puis absorbé. Mais il n'en fut rien. G2 s'étira fortement en perdant une partie de son gaz, puis reprit une forme plus compacte par la suite, après être passé à son périastre avec Sagittarius à étoile. La partie poussiéreuse ne s'était pas étendue de la même manière, mais était restée compacte. Les chercheurs estiment que les autres objets G pourraient être eux aussi des étoiles binaires qui auraient fusionné à cause des perturbations gravitationnelles produites par Sagittarius à étoile. Pour détecter ces 4 nouveaux objets très petits, situés à moins de 0,13 années-lumière du point central de la galaxie, où réside Sagittarius à étoile, une zone de la galaxie qui est peuplée par un gros groupe d'étoiles massives et jeunes, les étoiles S. Les astrophysiciens ont utilisé une technique d'optique adaptative qui corrige en temps réel les distorsions induites par l'atmosphère, et les mouvements de gaz des objets G sont tracés grâce à des mesures spectroscopiques dans l'infrarouge proche, obtenues avec l'instrument spectro-imageur OH Suppressing Infrared Imaging Spectrograph, OSIRIS, qui est monté sur le télescope Keck. Cela permet de les isoler par rapport aux étoiles voisines, qui n'ont pas les mêmes spectres. Il faut se rappeler que la densité en étoiles dans le centre galactique est 1 milliard de fois plus grande que celle que nous avons au voisinage du Soleil. Tout y est démesuré. L'équipe d'Andrea Ghez et Anna Turlo aurait, en tout cas, semble-t-il, déjà identifié quelques autres candidats de type G qui pourraient faire partie de cette nouvelle classe d'objets. L'analyse est encore en cours. La compréhension des phénomènes qui ont lieu au centre de notre galaxie est cruciale, car elle va bien sûr nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au cœur de toutes les galaxies. Une équipe d'astrophysiciens britanniques et néo-zélandais pense avoir trouvé comment apparaissent les sursauts gamma de longue durée, les GRB longs, ceux qui sont associés à des explosions d'étoiles massives. Leur origine serait liée à la grande vitesse de rotation acquise par l'étoile mourante et maintenue grâce à une étoile compagne. Leur étude est publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Pour comprendre comment pouvaient se former les jets de matière et de rayonnement qui apparaissent lorsqu'une étoile massive s'effondre et qui sont détectés sur Terre comme des sursauts gamma pouvant durer des dizaines de secondes, voire plusieurs minutes, Ashley Shrimes de l'université de Warwick et ses collègues ont effectué des milliers de simulations fondées sur le modèle d'évolution stellaire BPAS, le Binary Population and Spectral Synthesis. Ils souhaitaient évaluer comment certaines étoiles massives pouvaient conserver leur moment cinétique, c'est-à-dire leur vitesse de rotation angulaire,
lorsqu'elles se trouvent en couple dans un système binaire, même lorsqu'elles étaient en train d'expulser violemment une grande partie de leur enveloppe de gaz. La théorie stipule en effet qu'une grande vitesse de rotation est le paramètre clé pour induire l'apparition de jets polaires ultra-énergétiques. Les GRB sont de deux types. Les GRB courts, des sursauts gamma d'au plus quelques secondes, sont associés à des fusions de deux étoiles à neutrons, et ceux qu'on appelle des GRB longs apparaissent lorsqu'une étoile d'environ 10 masses solaires s'effondre en étoile à neutrons ou en trou noir, mais de manière non symétrique. Au lieu d'un collapse radial, l'étoile s'aplatit en un disque qui va ensuite s'effondrer vers le centre, et la conservation du moment cinétique produit les jets de matière le long de l'axe de rotation. On parle alors de supernovas de type 1C. Qu'ils soient courts ou longs, on les détecte sous la forme de sursauts gamma simplement lorsque l'un des jets se trouve par hasard dans notre ligne de visée. On ne les détecte donc que dans 10 à 20% des cas. Mais pour que ce phénomène se produise, il faut une vitesse de rotation importante pour l'étoile progénitrice. Or, les étoiles perdent habituellement rapidement les gains de rotation qu'elles peuvent obtenir d'une façon ou d'une autre. Mais Schrimes et ses collaborateurs ont trouvé comment des étoiles en train de mourir pouvaient être maintenues à de très grandes vitesses de rotation par effet de marée gravitationnelle. Les chercheurs trouvent en effet, grâce à leurs simulations, que dans un système binaire, les deux étoiles tournent plus vite sur elles-mêmes que des étoiles isolées. Les forces de marée que l'une exerce sur l'autre ont pour effet d'empêcher son ralentissement et dans certains cas d'accélérer sa rotation. Et c'est vrai pour les deux compagnes du couple. Dans le processus, chaque étoile accapare une partie de l'énergie rotationnelle du couple pour sa propre rotation, ce qui a pour conséquence qu'elles s'éloignent l'une de l'autre peu à peu. Les astrophysiciens calculent qu'à partir de ce processus de conservation ou d'augmentation de la vitesse de rotation stellaire dans des couples binaires, et étant donné le nombre de couples d'étoiles avec au moins une compagne de type massive proche de la fin, le nombre de GRB longs qui est attendu se trouve tout à fait cohérent avec le nombre de GRB longs qui sont effectivement observés. Cette solution permet aussi d'expliquer une anomalie relevée depuis des années par les astronomes. La métallicité, c'est-à-dire la composition chimique des étoiles productrices de GRB longs, montrait une trop grande variété. La voie de production proposée par Ashley Schrimes et son équipe résout ce dilemme en montrant l'efficacité du processus pour différentes compositions. Les chercheurs peuvent même prédire maintenant, assez précisément, à quoi devraient ressembler ces systèmes binaires en termes de température et de luminosité. On savait déjà qu'il fallait une collision pour produire les GRB courts. On voit maintenant que les GRB de longue durée préfèrent aussi la vie à deux. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!